Bonjour et bienvenue dans Casserole. Aujourd'hui, dans ce 12e épisode, nous allons parler d'un des alcools les plus fascinants qui existent sur Terre. Non, je n'ai pas peur des mots, je parle bien évidemment du mezcal. Nous allons expliquer d'où il vient, comment il est fabriqué. Nous allons parler des croyances et légendes qui l'entourent, se demander si le mezcal apporte une ivresse particulière, raconter comment son histoire est indissociable de l'histoire culturelle du Mexique, et aussi comment des jeunes entreprises mexicaines aujourd'hui s'en servent comme arme politique pour mettre en avant l'art et le savoir-faire des populations indigènes, et aussi pour éviter aux Mexicains et Mexicaines d'émigrer aux États-Unis en leur donnant du travail chez eux, sur leur terre. Pour en parler avec nous, nous sommes avec Margot Le Carpentier, barwoman. J'ai décidé de dire barwoman. Est-ce que ça te va, Margot? On dit bartender, généralement. Bartender. Barwoman, ça ira très bien. Je voulais rajouter le côté femme. Bartender et créatrice du bar à cocktail Combat, juste à côté des nouveaux locaux de Binge à Belleville. Ça tombe bien. Salut Margot. Bonjour. Et David Migueres, franco-mexicain, créateur de la société Mezcal Brothers, qui travaille avec des producteurs mexicains et apporte leur mezcal en France. Salut. Salut David. Belle voix grave. Avec nous aussi Céline Maguet, la chroniqueuse liquide de l'émission, qui est plutôt vin que mezcal d'habitude. Mais ça tombe bien, car ces deux boissons ont beaucoup de points communs, notamment la notion de terroir, notion dont tu vas nous parler dans ta chronique, Céline. Salut. Bonjour Mazazi. Et peut-être, Mazazi. Et peut-être je dois quand même balancer cette phrase avant de commencer une émission où on va parler d'alcool à 45 degrés. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et déjà, pour commencer, je voulais vous demander à tous les deux, David et Margot, comment vous avez découvert cet alcool la première fois, si vous vous rappelez la première fois que vous en avez bu. Margot. Ouais, moi c'est assez. Le souvenir est assez clair. La première fois que j'en ai bu, c'était aux États-Unis. J'habitais à New York et j'aimais beaucoup la tequila et j'avais aucune idée de ce que pouvait être le mezcal. Et on me l'a fait goûter donc à New York, là où la culture bar et cocktail était à l'époque beaucoup plus développée qu'en France. T'étais à quelle année, tu te rappelles? C'était en 2012. En 2012. Et toi, David? Pas si longtemps que ça. Ça remonte un petit peu. J'ai un cousin qui était dans un groupe de musique et je sortais avec eux de temps en temps pour aller boire des coups et après leur concert. Et ils buvaient du mezcal. Et à l'époque, ils buvaient du mezcal sans marque. C'est des bouteilles en verre avec des étiquettes écrites à la main dessus, un peu comme on retrouve un peu encore à Oaxaca dans certains bars ou même à Mexico. Et ça me fascinait. Moi, j'aimais pas trop l'alcool au départ. J'étais pas un gros buveur, mais je les voyais boire ça et j'avais l'impression que c'était l'alcool des gens cool. Et ça m'a toujours donné envie d'en boire. J'en ai goûté une première fois. J'avais détesté. Je devais avoir 14-15 ans et je trouvais ça super fort. J'avais l'impression de boire du dissolvant pour vernis à ongles. Et j'en ai rebu un peu plus tard à Noël. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a 8 ans, juste avant de créer la boîte. Et j'ai kiffé. Et là, ça a été le coup de foudre, quoi. Ouais, surtout quand on m'a expliqué comment c'était fait et que je me suis rendu sur place pour voir. Et ben justement, bonne transition. Est-ce que tu peux raconter, David, aux auditeurs, simplement comment est fabriqué cet alcool? Alors, très simplement, c'est un alcool qui est artisanal, donc qui utilise principalement des méthodes qui ont pour la plupart pas évolué depuis 400 ans. Donc la première étape, c'est de récolter l'agave, la matière première, qui est une plante qui pousse principalement au Mexique dans des environnements plutôt aride, donc peu de pluie, peu de soleil, un sol assez peu profond. Donc on récolte la plante à maturité entre 7 et 15 ans selon l'espèce d'agave. On va raser les feuilles, creuser un trou sous la terre qu'on appelle horno cónico, le four conique souterrain. On va mettre du bois au centre du four, recouvrir de pierre, allumer le bois et laisser cuire les agaves sous une couche de terre pendant 3 à 5 jours. Après la cuisson, on va broyer les agaves. On va les faire fermenter naturellement dans des cuves en bois ou en pierre ou ça peut être du cuir de vache, puis double distillation d'alambic en cuivre ou en terre cuite. Et après, c'est bon, on a notre mezcal. Et après, il n'y a pas de vieillissement exactement. Contrairement à d'autres alcools blancs, le mezcal est consommé directement après la distillation ou il est maturé en verre pendant quelques mois. Et donc, tu parles des agaves. Donc, tu dis que ça doit arriver jusqu'à 7 ans ou 15 ans de maturité. Mais il y a deux types d'agaves. Peut-être on peut en parler. Les agaves qui vont être des agaves sauvages et les agaves qu'on va pouvoir cultiver. Ouais, il y a même 3 types d'agaves. Donc il y a les agaves sauvages qui poussent complètement de manière isolée dans la montagne, au bord des rivières, à côté d'un arbre, etc. Donc ça, c'est des agaves purement sauvages que les producteurs doivent aller chercher, se balader à dos d'âne ou à pied pour trouver. Il y a les agaves cultivées, donc qui sont des espèces d'agaves qui ont été cultivées dès le départ, donc des cultivars comme l'agave espadine, qui poussent dans des champs, comme on a là n'importe quelle autre culture, et les agaves semi-cultivées, qui sont plantées sous serre pendant quelques années et replantées dans leur environnement naturel. Et du coup, pour ces agaves sauvages, comment on les récolte ?
il y a cette notion de maestro mescalerio qui sont, peut-être tu peux nous raconter, qui sont les personnes qui vont savoir reconnaître ces agaves et les cueillir et qui vont ensuite être partie prenante dans la confection aussi du mezcal. Alors, le maestro mescalero, un peu le maître de chez, c'est celui qui va superviser toute la production, va être accompagné dans la récolte par des jeunes qui vont l'aider à récolter les agaves. Donc, pour savoir quand un agave arrive à maturité, il suffit de se balader dans les champs, si jamais c'est un agave cultivé, et d'observer l'inflorescence qui va partir du centre de l'agave. Donc, dès qu'elle est à une vingtaine ou trentaine de centimètres, on sait que l'agave est arrivée à maturité et qu'on va pouvoir récolter cette agave pour obtenir le mezcal. Très bien. Alors, le mezcal, c'est vraiment, tu le racontais, toi, tu l'as découvert au Mexique, t'es franco-mexicain. C'est vraiment une boisson culturelle qui existe au Mexique depuis que le Mexique existe, pratiquement. Est-ce que tu connais un peu l'histoire du mezcal? Alors, c'est pas aussi vieux que le Mexique tel qu'on connaît, que le Mexique actuel, évidemment, ça remonte à 400 ans. L'élaboration du mezcal, principalement grâce à l'arrivée de l'alambic philippin et l'alambic arabe qui arrive avec les Espagnols à la fin du XVe siècle. Donc ça, c'est le mezcal tel qu'on le connaît aujourd'hui, est issu de cette technologie qui arrive avec les Espagnols et les Philippins. Mais avant l'arrivée des Espagnols, on parle déjà d'agave, par contre. On parle déjà d'alcool fait à base d'agave. Oui, alors avant ça, il y a la boisson millénaire mexicaine qui s'appelle le pulque, qui est une bière d'agave, donc qui est le jus de l'agave qui fermente dans le centre et dans le cœur de la plante, et cette bière d'agave, le pulque, est consommée depuis plusieurs milliers d'années. Sachant que l'agave au Mexique a une résonance très importante dans la culture populaire, parce qu'elle est représentée par une divinité qui s'appelle Mayahuel, qui est la mère nourricière du peuple mexicain, et qui est représentée par un agave avec 100 poitrines. Donc il nourrit le peuple mexicain. On le retrouve, cet agave, on le retrouve aussi dans la peinture de Diego Rivera, de Frida Kahlo pour les plus connus d'entre eux, dans la poésie, dans le rap, dans le hip-hop. C'est une plante qu'on retrouve vraiment partout dans la culture mexicaine. Et ça, toi, Margot, tu connais le pulque? T'en as déjà vu? Ouais, j'en ai déjà goûté, oui. Ça ressemble à... Comment tu décrirais? J'ai malheureusement jamais pu en goûter vraiment de l'artisanal. J'ai goûté du pulque en canette, donc ça doit pas être aussi savoureux que ce qu'on peut boire là-bas, je suppose. Ça, si je me trompe pas, ça a une texture un peu visqueuse, non? Ouais, complètement baveux. J'en ai bu au Mexique dans un bar à pulque et ça a vraiment une consistance presque pas solide, mais entre le liquide et le solide, quoi. Il y a quand même de la matière. C'est très particulier. Ouais, et en effet, en fait, le pulque, ça se consomme principalement frais, 2-3 jours après l'avoir récolté, enfin l'avoir prélevé dans la plante, et c'est très dur à exporter. Du coup, les seuls qui existent sont en canette, enfin les seuls que tu peux consommer en dehors du Mexique sont en canette et du coup pasteurisés, parce que tout est pasteurisé au Mexique comme aux États-Unis, et tu perds 60% de la texture et de la qualité du produit. Faut aller au Mexique, ou sinon faut monter un bar à pulque à Paris, quoi. Mais maintenant le pulque devient encore plus à la mode que le mezcal dans les branches les plus branchées du Mexico, exact. Et justement, nous, le mezcal à Paris, on le connaît surtout via les bars à cocktails, plutôt les endroits un peu branchés, etc. Et pourtant, au Mexique, on en boit pour plein d'occasions. C'est à la base quand même un alcool très populaire. À quelle occasion justement quand est-ce qu'on boit du mezcal au Mexique? Alors, il faut savoir qu'après la Révolution mexicaine, le gouvernement en place, dans une volonté de moderniser le pays, enfin moderniser à leurs yeux, a décidé de stigmatiser certains alcools, notamment le mezcal, considérant qu'il faisait partie de l'ancien temps et qu'il fallait maintenant passer à la modernité, donc mettre en avant la bière. Donc c'est à cette époque qu'on crée les deux grandes brasseries mexicaines qui ne sont plus mexicaines, et on stigmatise le mezcal et la tequila. Qui sont devenues américaines? Qui ont été rachetées, une par une entreprise allemande et l'autre par une entreprise américaine. D'accord, ouais. Il y a plus de bière mexicaine, enfin, ouais. En tout cas, les grandes marques sont plus mexicaines. Et donc, on décide de stigmatiser le mezcal, de l'imposer très fortement, ce qui est encore le cas. Et les gens considèrent que c'est un alcool pas noble, un alcool pour les pauvres, très consommé dans les communautés productrices, mais quasiment pas à l'extérieur. En fait, à Mexico, c'était principalement la tequila. Et le mezcal était vraiment laissé de côté, ou comme je disais tout à l'heure, pour les artistes, un peu comme l'absinthe en France, vraiment mis de côté.
avec la nouvelle génération, enfin la génération des jeunes Mexicains, il y a une trentaine d'années, on a assisté à un retour du mezcal, notamment un peu en opposition avec la tequila qui a été vachement américanisée. On va en parler de ça. Qui a été vachement américanisée, et aussi par volonté de remettre en avant la culture mexicaine, indigène, parce que c'est un produit indigène, très consommé dans les communautés locales. Et la question, c'était quand est-ce qu'on boit du mezcal? Dans les communautés productrices, on en boit un peu tout le temps. Ça rythme un peu la vie des habitants des communautés productrices, principalement sur les grandes fêtes religieuses, les mariages, les décès, les naissances, on en boit quasiment toute l'année. Oui, parce que il y a aussi tout un aspect un peu mystique, peut-être autour du mezcal. Là, on voit, t'as ramené pas mal de bouteilles et on va boire dans des petits verres. Et au fond de ces verres, il y a une croix, par exemple. C'est les verres où on met les cierges à l'église, non? Ces verres-là. Exactement. C'est les mêmes verres qu'on a dans les églises en France, sauf qu'au Mexique, ils mettent une croix au fond. Ils mettent des croix partout au Mexique. Et c'est en fait le verre qu'on utilise donc pour les bougeoirs dans les églises au Mexique. Et les gens boivent le mezcal dedans parce qu'on buvait du mezcal donc principalement pour les fêtes religieuses. Et ces fêtes religieuses ont lieu dans des églises. Et alors, le plus facile, c'était de boire ça dans ces verres-là qui étaient à disposition. Et est-ce qu'il y a une espèce de pensée de se dire que quand on boit le mezcal, moi quand j'étais sur le Palenque, il y avait cette idée que le mezcal, ça pouvait... Pedro qui fait du mezcal, il disait on boit jusqu'à ce qu'on voit Dieu au fond du verre. Il faut boire le mezcal jusqu'à ce qu'on voit Dieu au fond du verre. Donc c'est vraiment lié avec la religion, quoi. Ouais. Au Mexique, donc les producteurs et généralement les personnes indigènes ont assimilé le catholicisme avec l'arrivée des Espagnols, mais ont mélangé avec leurs pratiques, avec les pratiques religieuses ancestrales et indigènes. Donc ça donne une pratique de la religion qui est très différente de la pratique qu'on en a en Europe ou en Occident. Et ils sont très religieux. Très très religieux, ils bénissent le four, ils mettent une croix parfois sur la cuve de fermentation, ils prient beaucoup. Et en effet, le mezcal est un alcool sacré et le vocabulaire religieux est vachement présent dans le vocabulaire de la dégustation de mezcal, et notamment boire le mezcal hasta ver la cruz, jusqu'à voir la croix, donc vider le verre pour voir la croix au fond du verre. D'accord. Et alors là, peut-être t'as plein de mezcal devant toi. Peut-être qu'on va le goûter parce qu'on en parle et voilà. Et Margot, toi qui en sers, j'imagine dans ton bar. Enfin, je sais que tu t'en sers chez Combat. Comment tu décrirais peut-être David pendant ce temps-là, tu peux nous servir. Après, il faudra que tu retiennes ce que t'as mis dans nos verres pour nous expliquer. Peut-être tu peux en servir un différent, on va se faire goûter. Si on goûte toutes les bouteilles, là, on va rouler sous la table avant la fin de l'émission. Et Margot, comment tu décrirais le goût du mezcal, toi, si tu veux le décrire? C'est évidemment fumé, c'est ce qui vient en premier quand on va d'abord sentir le contenu de son verre. Moi, ce que ça me rappelle aussi énormément, j'oublie jamais que ça vient de l'agave, et que donc ça a vraiment pour moi une dimension de nectar. Vraiment, comme on connaît très bien évidemment le sirop d'agave, ça a un pouvoir sucrant très important, l'agave. Donc voilà, je trouve qu'en tout cas en bouche, on retrouve ce côté nectar, sirupeux. Il y a une légère acidité aussi. La fermentation au nez comme en bouche est assez importante. Et toi, c'est un alcool avec lequel tu aimes travailler, que tu trouves intéressant à travailler dans les cocktails? Oui, j'aime beaucoup le travailler. Ça fait déjà 2 menus qu'on a un cocktail au mezcal sur chaque menu. J'aime bien le travailler. J'aime bien surtout le travailler avec mesure et équilibre, parce que c'est vrai que c'est un spiritueux un peu carnivore. Très vite, ça va couvrir tous les autres ingrédients. Donc, je trouve que c'est toujours un peu challenging d'utiliser du mezcal et d'essayer de vraiment trouver le bon équilibre, le bon accord pour qu'on ressente ce côté fumé, qu'on ressente le mezcal sans que ça ait vraiment dévoré tous les autres arômes, en fait. Ouais, sans cacher le goût qui est en lui-même intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, les puristes, toi, David, tu dois en connaître. Tu peux faire du bruit en ouvrant les bouteilles. Voilà, il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'il y a certains puristes qui disent qu'il faut carrément boire le mezcal pur et puis c'est tout? Alors, je pense que il y a différentes écoles comme dans chaque domaine, quoi. Il y a les ultra puristes qui considèrent que le mezcal doit être bu pur. Généralement, c'est des habitants de Mexico City qui voient un peu ça de l'extérieur de manière ultra poétique.
Et il y a la vision des producteurs qui est celle que moi je respecte, qui est celle d'apprécier ce qui est bon. Donc par exemple quand Pedro est venu à Paris avec les autres producteurs de la coopérative Koch, on est allé chez beaucoup de nos clients goûter des cocktails et ils étaient très heureux et ils ont adoré. Donc je pense que c'est la règle que je retiens. Et il y a des gens qui considèrent certains mezcal doivent être bu purs de toute manière parce que dans les ratios du prix du cocktail c'est des bouteilles qui sont assez chères donc ça pourrait pas être utilisé. Et l'espadine, donc la gave cultivée par excellence, lui peut être mélangé, être très bien utilisé dans un cocktail. Ouais, et puis j'imagine que ça permet aussi, toi Margot, tu dois avoir des clients qui arrivent, tu leur proposes un cocktail au mezcal et ça peut un peu leur faire peur en disant qu'est-ce que c'est. Enfin, les gens qui connaissent pas le mezcal, peut-être c'est pas les cocktails vers lesquels ils vont vers lesquels ils vont aller naturellement. Je rebondis rapidement quand même sur ce que disait David, où en fait, je trouve que les gens qui pensent que ce qu'on appelle les puristes, ils doivent sacrément s'ennuyer en fait, parce que, c'est comme si un chef disait oh non on ne touche pas ce fruit, mange le pur. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Buvez le mezcal tout seul et buvez le mélangé. En fait, c'est là tout l'intérêt. Et vous découvrirez justement ce même mezcal. Un cocktail aura permis de mettre en avant peut-être certaines propriétés que vous n'avez pas découvert en le buvant pur. Ça va le diluer aussi, et en diluant un produit, on le découvre. Et pour répondre à ta question, oui, en effet, les gens qui réclament spontanément un cocktail au mezcal, on se dit qu'ils connaissent. Sinon, on a quand même toujours un discours un peu explicatif. C'est un alcool quand même assez clivant. Enfin, c'est rien qu'au nez, voilà, ça peut en effrayer plus d'un en fait. Donc oui, c'est quelque chose qu'on sert, mais encore une fois, je reviens sur cette notion d'équilibre. Je pense que même quelqu'un qui est complètement effrayé par l'odeur ou l'histoire un petit peu du mezcal, s'il est vraiment bien équilibré dans un cocktail, normalement, je pense pouvoir tout vous faire boire. T'as réussi à convertir des clients au mezcal, par exemple? Oui, je pense. Oui, non, c'est même certain. Maintenant, c'est peut-être pas la démarche. Je veux pas forcer les gens à boire ce qu'ils n'ont pas envie de boire, mais en tout cas, faire découvrir, ça, c'est sûr. Là, on est en train donc David, tu nous as servi des verres de mezcal. Peut-être tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans nos verres à chacune? Alors, j'en ai servi 5. Parce qu'il y en a une pour Solène, du coup, qui a réalisé l'émission. Bien sûr, c'est ce que qui a le plus gros. Tiens, Solène. Donc, j'ai amené 5 mezcals différents. Donc, il y en a 4 qui viennent de Oaxaca. Oaxaca, qui est l'état le plus reconnu et le plus connu dans l'élaboration du mezcal, notamment parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'agaves différentes sur cet état-là. Il y en a 13 différents, avec des sous-variétés à chaque fois. Donc, j'ai amené un blend, donc un ensemble, donc de 2 agaves différents. J'en ai ramené un qui est distillé en Olla de Barro, donc en alambic philippin. C'est un alambic qui est fabriqué à partir de 2 pots en argile. J'en ai ramené un qui est à base d'espadine, donc Koch Espadine, qui est l'agave, le mezcal que Margot utilise chez Combat dans son cocktail, et qui est notre mezcal de la casa, enfin notre mezcal qu'on a depuis le départ quasiment de l'histoire de Mezcal Brothers, et qui est le mezcal qu'on utilise en cocktail. Toi, Céline, qui est habituée à goûter du vin, qu'est-ce que tu sens quand je sais pas lequel a alors, eu. je sais pas si David se rappelle qui a quoi. Alors, je me rappelle. Faut qu'il les regoute. Pas que je commence à boire avant de m'en rappeler. Est-ce que si tu les sens tous, tu pourrais les reconnaître? Ouais, tous. Okay. Justement, j'en ai pris pour voir. Donc toi, c'est Mescalosfera, c'est sûr. Et toi, c'est Koch, c'est sûr. C'est drôle le nez, la différence entre le premier, en effet, où il y a vraiment le côté fumé qui domine, et après celui-ci, donc c'est celui que tu viens de me donner, Zadine. Ouais. Je pense que c'est le second, où là, il y a un côté beaucoup plus herbacé. Tu sens vraiment beaucoup plus un côté herbal. Parce que, en plus du côté fumé, il y a aussi, moi, je trouve dans le mezcal un côté où on sent vraiment la plante. Enfin, on sent le côté herbacé. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler que c'est un alcool qui est pas vieilli en bois, parce que la plante a déjà une personnalité, un caractère assez puissant. Et ce qui fait que, voilà, en le faisant vieillir en bois, on va perdre quelques subtilités qui existent déjà à la base. Et avec le mezcal, là, on voit qu'on boit donc différentes mezcals qui sont faits avec différentes variétés d'agaves. Il y a aussi cette chose de l'ivresse particulière qu'apporte le mezcal. Quand j'étais sur le Palenque, donc la plantation de mezcal, le maestro Mezcalero
Mescalero, me disait que chaque agave et chaque mescal avait un peu sa fonction. Il me disait que l'espadine, ça permettait de donner la force d'aller travailler, puis celle de se reposer sans être trop fatigué. Que le Mareguiche, je sais pas si je le prononce bien, donnait très faim au bout de 2 verres. Que le lumbre, on en buvait pour se donner de l'énergie, et que le rabali, il faisait pleurer avec goût, et que le tobaciche fait qu'on se sente romantique, par exemple. Est-ce que ça, cette espèce d'idée que le mezcal te met dans certains états? Encore une fois, je fais pas l'apologie de l'alcool, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette culture aussi, dans cette culture-là. Bien sûr. Alors, il y a cette idée que chaque espèce d'agave a un impact sur l'ébriété du consommateur. Je l'ai expérimenté là-bas, parce qu'on me l'a dit et redit, et voilà, je sais pas si l'effet placebo a créé ça en moi, mais clairement, il y a des mezcals avec lesquels je me suis senti plus envie de me poser, discuter avec mes potes autour d'une bouteille de mezcal tranquillement, d'autres qui te donnent vraiment envie de danser, d'aller faire la teuf, et qui te donnent un peu chaud, quoi, enfin, qui te donnent envie de bouger, et d'autres qui te mettent dans des états un peu plus relaxants. Enfin, il y a aucune étude scientifique sur l'impact des différentes agaves sur l'ébriété, mais de manière générale, le mezcal, de mon expérience personnelle, a des effets complètement différents du reste des alcools. Et quand je passe une soirée à boire que du mezcal, je passe une très bonne soirée généralement. Et t'as pas trop mal à la tête le lendemain ? Alors non, justement, ça c'est aussi on n'a pas le droit de le dire, mais je le dis tout le temps. Si tu le mélanges pas et que tu bois pas mal d'eau avec, c'est toujours important de boire de l'eau. Il y a pas de sucre industriel dedans, donc il y a pas de colorant, il y a pas de sucre, il y a rien, il y a que de l'agave. Et ça fait pas mal à la tête le lendemain. Et mon oncle, qui est un grand buveur de whisky, qui détestait le mezcal, qui m'a accompagné à Oaxaca lors de mon premier voyage, qui boit beaucoup de whisky, et qui a tout le temps mal à la tête quand il en boit le lendemain, m'a dit, il s'est réveillé le lendemain de notre première cuite au mezcal. Après le premier restaurant, on a dû boire une dizaine de mezcals différents, et il m'a dit en espagnol, me siento bien. Je me sens bien. C'est rigolo. Moi, je lisais un papier dans Bon Appétit, dont tu avais entendu parler aussi, David, qui s'appelle Why are all the healthy people drinking mezcal? Donc, c'est un papier qui explique justement cette mode du mezcal. Là, ça va un peu loin. C'est carrément, c'est les gens sains qui boivent du mezcal. Genre, bientôt, ça va être le nouveau régime healthy. Ça va être de prendre un petit mezcal au petit déjeuner. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a aussi une communication autour de cet alcool, qui va sûrement à l'encontre de ce qui a été dit pendant longtemps, que c'est plus l'agnole qui fait mal au crâne, qui est pas fine, qui au contraire est un alcool noble, si on peut dire. Mais c'est un peu ça en fait. Le mezcal s'inscrit dans la dynamique qui existe dans la gastronomie depuis longtemps, du manger, de savoir ce qu'on mange, de savoir ce qu'on boit, de savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Donc le souci de transparence que tu vois d'ailleurs sur les bouteilles de mezcal directement, par exemple sur Mezcalosfera ou sur Neta, où tu vois sur l'arrière de la bouteille où c'est fabriqué, quel type d'eau est utilisé dans la fermentation, quel est le nom du producteur aussi évidemment, parce qu'on on réhumanise un peu les spiritueux, ce qu'on avait perdu, ce que tu as sur le vin nature par exemple, où tu vas avoir le nom du vigneron. Sur les spiritueux, c'est très rare d'avoir le nom d'un distillateur sur la bouteille. Or, certaines collections spéciales où tu as le nom d'un grand chef et le nom d'un distillateur sur la bouteille. Sur les spiritueux, ça se faisait quasiment pas. Il y en avait évidemment sur les embouteillages indépendants de rhum, de whisky, etc. Mais sur des marques plus commerciales ou en tout cas avec plus de distribution, ça n'existait pas. Donc le mezcal s'inscrit clairement dans ça. Donc le mezcal n'invente rien, mais c'est peut-être un des fers de lance de ce renouveau dans le monde des spiritueux. Donc ce qu'on appelle les alcools empiriques. Donc on peut le voir sur les étiquettes. D'ailleurs, sur les degrés d'alcool, on va pas être sur le degré typique de l'industrie de l'alcool, 40 ou 38 degrés. On va être sur du 48,98, 47,71, donc des degrés plus élevé. Mais ce qu'on sent pas forcément quand on boit ces alcools-là. D'ailleurs, exactement. Je trouve que c'est des degrés plus élevés. La sensation alcoolique n'a rien à voir avec le degré, en fait. C'est vraiment lié à la distillation et à la coupe dans la distillation. Et toi, Margot, t'es venue avec ton shaker dans ta poche. Tu vas nous faire littéralement. C'est vrai, elle est arrivée avec un shaker dans une poche, une bouteille dans l'autre. Tu vas nous faire un cocktail. Est-ce que tu peux nous raconter la recette, ce que c'est? Ce cocktail, je l'ai créé pour David. Merci. Je l'ai créé pour un event Koch.
c'est justement dans cette démarche d'équilibre toujours, de mettre le mezcal en avant sans que ce soit carnivore par rapport aux autres ingrédients. Il y a autant de mezcal que d'apéritifs parce qu'il y a autant de mezcal que de puntemes. Le puntemes, donc c'est un vermouth italien, donc assez amer. Donc voilà, c'est un cocktail assez vineux avec du sirop de grenadine maison évidemment, du jus de citron et un petit peu de Fernet Menta. Donc voilà, vous connaissez sûrement cet apéritif, le Fernet Branca italien. Donc là, c'est voilà avec une touche de menthe. Donc il y a une idée assez digestive pour ce cocktail, voilà, d'apéritif, de menthe. Et quand je dis apéritif, en tout cas dans la catégorie de cocktail, puisque je le conseillerais plutôt en digestif. Et voilà, avec un petit peu d'eau gazeuse pour une dimension un peu rafraîchissante et jus de citron. Et est-ce qu'il porte un nom ? Pas vraiment, non. En fait, il en porte pas. Je l'ai fait pour un événement et je lui ai pas donné de nom. Et voilà. Trop beau quand tu checkes ton mezcal, Margot, on dirait que tu danses, quoi, non ? C'est une chorégraphie. C'est sportif, hein. Ouais, c'est ça qui vraiment, c'est ce qui trouble le plus les gens derrière un bar, je pense. C'est toujours genre, ça fait du sport. ça les épate. Sportif. Moi, ça m'a épaté au début. Et du coup, là, tu rajoutes du Perrier. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est du Perrier. Donc, il faut lui trouver un nom à ce cocktail. La casserole. La casserole, ouais, c'est pas très mexicain. Casserola. Casserola, bah c'est Casserola. bien. On peut l'appeler casserola. La casserola. À la vôtre. Salut. Là, on a tous notre petit verre de mezcal à la main. Comment on trinque avec le mezcal ? On dit salud en espagnol. Salud. Dikchebe en zapotèque. Dikchebe. Dikchebe. Mais c'est bon parce qu'on sent ça apporte un peu l'amertume, peut-être le puntemes, ouais, allié au Fernet Menta. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de créer un cocktail avec les codes un petit peu soda, long drink qu'on connaît, parce que la grenadine, ça fait appel voilà aux fruits rouges, quelque chose d'assez gourmand et à la fois vraiment apéritif, digestif, de vineux, d'amertume italienne. Voilà, on se rapproche presque du Coca-Cola, quoi. C'est-à-dire que le Coca-Cola, au final, c'est assez fruits rouges, caramel, herbe, en fait. Et là, voilà, ça relie un peu tout ça, de faire un peu, c'est le mezcal Coca, quoi. Il y a une petite pointe de menthe à la fin. Voilà. Ça fait super frais. Et c'est bien meilleur que du Coca, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je dis ça pour les auditeurs parce que ça peut leur faire peur. Sinon, ça fait un peu Coca-Cola, mais qu'est-ce que t'en penses Maintenant, c'est vrai qu'on y retrouve, en effet le Coca au nez. Après, au nez, t'as vraiment le côté, t'as le Fernet Menta, qu'on sent pas mal, et le fumé derrière du mezcal. En bouche, c'est en effet la menthe finit clôt la dégustation. C'est très bon. Et en effet, ça fait penser beaucoup au Coca, mais en Coca artisanal. Mais pour être honnête, c'était un peu l'idée, quoi. Ouais, c'est vraiment bien fait. C'était l'idée de retrouver le côté noble du Coca, parce que moi je suis pas une buveuse de Coca parce que je m'interdis de boire des sodas sucrés, mais en tout cas j'aime ça, j'aime le Coca et j'aime surtout j'essaye surtout de rechercher, parce qu'en fait pour plein de gens c'est un peu abstrait, quoi, du Coca, je sais pas, c'est du Coca, on peut pas dire ce qu'il y a dedans, alors qu'en fait si on peut retrouver, ils ont un procédé de caramel, en fait, c'est assez herbeux, c'est assez médicament au final, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et là on retrouve le début, le premier Coca, enfin ce qu'on imagine être le premier Coca un peu médicinal. Exactement. La première création du Coca, ouais. Mm-hmm. C'est ce que je recherche à reproduire, en tout cas. Ah, c'est super bon. Et du coup, Céline, comme tu viens de commencer à boire, je vais te proposer de faire ta chronique. On parlait du coup de cette notion de terroir dans le mezcal, c'est-à-dire que les agaves donnent aussi le goût, et les agaves sont plantées dans certaines sont cultivées, ou même on les retrouve dans certaines régions particulières du Mexique, avec des terres bien particulières. T'en parlais, David, au début de l'émission. Et donc il y a cette notion de terroir, la même qu'on retrouve avec le vin. Parce que dans le vin, en effet, on retrouve souvent, on parle de terroir, mais à toutes les sauces, hein. On mange du terroir, on boit du terroir, mais on se demande en fait surtout c'est quoi le terroir. Donc là, bien sûr, moi, je parle du vin, mais ça va aussi, ça parle aussi pour le mezcal, ce sera plus ou moins la même définition, j'imagine. On en discutera après, David. Donc, on va en retenir une seule, parce qu'en fait, on pourrait même rentrer dans des débats philosophiques pour définir le terroir.
Et on n'a pas le temps, alors on va en retenir une seule. Le terroir, c'est une rencontre entre un sol, un relief, un climat et des hommes. En fait, c'est un concept bien français. Dans certaines langues, il n'y a même pas de mot pour qualifier le terroir. En Italie, une autre grande patrie de la gastronomie du vin, on parlera de suolo, de sol, de terreno, de terrain et de territorio, de territoire. Idem en espagnol et en allemand. En l'Allemagne, c'est un peu moins connu pour la gastronomie, en revanche, mais... Et en espagnol, tu peux peut-être me... Qu'est-ce que vous utilisez, du coup, comme mot, quand tu parles du mezcal pour le terroir? On parle de terroir. Tu dis terroir? Le mot en français. Surtout dans le monde du mezcal et du vin, on a vraiment, on entend ce mot de plus en plus. Et en effet, comme tu disais, et beaucoup l'oublient, parce que quand on parle de terroir, on a le mot terrain dessus, on oublie l'aspect humain, qui est évidemment ultra important. En effet, le terroir, c'est un sol, mais c'est aussi la personne qui va cultiver justement autour de ce sol et en fonction des caractéristiques de ce sol. Mais concentrons-nous d'abord sur le sol. Parce qu'il faut quand même rappeler que la vigne, en ce qui me concerne, elle va chercher par ses racines des éléments nutritifs pour la nourrir. Donc c'est la sève qui amènera ensuite ces éléments jusqu'au grain de raisin et qui vont ensuite constituer le vin qui va être produit à partir de ces raisins. Donc la personnalité d'un vin est forcément marquée par le sol dont il provient. Donc par exemple, quand on dit qu'un vin est minéral, ça veut dire qu'il est fait sur un sol en particulier ? En fait, quand on parle d'un vin minéral, c'est comme s'il y avait un souvenir d'une mer ancienne qui aurait laissé son empreinte dans le sol actuel. Et c'est souvent le cas. Parce qu'il y a 400 millions d'années, la France, elle était morcelée, séparée par des océans. Il y avait la Picardie à droite, le sud à gauche. Et le point de suture, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des plaques tectoniques qui se sont rencontrées, qui se sont écrasées, qui se sont soudées et qui ont formé la France et ses sols variés. Et le point de suture, il a eu lieu dans la vallée de la Loire. Et souvent, quand on parle de vin dans la vallée de la Loire, on utilise souvent le terme minéral. Parce qu'en fait, dans cette partie-là, il y a des petits morceaux de cet océan qui séparaient justement les différentes parties de la France, qui sont restés, qui ont en fait formé des parcelles de basalte. Donc c'est des vieux, ça donne ce côté minéral, c'est un côté vieux fond marin, en fait. Et c'est ça qui va donner dans l'Anjou, notamment en Coteaux du Layon, ce côté minéral. Mais que vous pouvez retrouver ailleurs. Parce que ensuite, par la suite, il y a des mers qui se sont installées, qui se sont retirées et qui ont laissé leur marque dans les sols et qui maintenant se sentent dans les vins. Donc en France, on a une diversité de reliefs, de roches, de microclimats, mais aussi de savoir-faire selon les régions. La taille de la vigne, l'élevage du lin, c'est là où l'homme en fait rentre en ligne de compte pour définir le terroir. Parce que le terroir, c'est tout ce qui s'imbrique autour. L'homme s'adapte au climat de la région et il agit en conséquence. En Alsace, le climat continental implique d'avoir des vignes hautes. Donc le vigneron va faire en sorte que ces vignes sont vraiment en hauteur, contrairement au Beaujolais où elles sont très basses, elles ont un côté un peu troll en hiver. Alors qu'en Alsace, on est sur des 2 mètres de hauteur. Et en Beaujolais, on est sur des 70 cm. C'est vraiment, ça s'adapte au climat de chaque région et le vigneron s'adapte en fonction. Donc à chaque terroir, ses particularités, et à force, ces particularités ont été réglementées. On a commencé à définir des zones de production pour tel ou tel vin et un cahier des charges précis. C'est la naissance du Comité national des appellations d'origine pour les vins et eaux-de-vie en 1935, devenu par la suite le célèbre INAO, Institut national de l'origine et de la qualité. Après, les premières appellations ont commencé à pleuvoir. Il y a eu d'abord en 1936 l'Arbois, Châteauneuf-du-Pape, Cassis, Montbazillac, Tavel. Aujourd'hui, en 2019, il y en a 289. Mais il y a de plus en plus de critiques qui se font entendre justement contre cette institution presque centenaire. Parce que en créant justement ces appellations qui définissent le terroir et qui inscrivent dans le marbre le terroir, on va donner comme un sentiment de standardisation de goût de terroir. Il faut que le Chablis goûte comme cela, il faut que le Banyuls goûte comme ceci. Et les critiques qui se font entendre, elles soulèvent le fait que de plus en plus, on a recours à des moyens technologiques pour encourager ces goûts de terroir qui sont donc pas modifiable et ancré. C'est un peu comme quand on donne une appellation, on prend en fait une photographie à un moment donné, sauf que c'est évolutif, un peu comme l'homme va aussi évoluer, les climats évoluent. Aujourd'hui, c'est le cas. Tous les vignobles sont en train de s'adapter, de changer. Ils essayent de faire changer le cahier des charges. Dans le Bordelais, ils aimeraient bien utiliser des cépages qui tiennent plus, parce ils sont souvent soumis à, par exemple, certaines maladies qui sont dues justement au climat actuel, et ils aimeraient avoir des cépages plus adaptés. Et c'est comme ce que disait David justement sur le vin de France ou des personnes qui font du mezcal qui vont refuser d'être dans une appellation pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent dans leur appellation. Ouais. Exactement. Après, le cahier des charges dans la fabrication du mezcal est très légère, ça n'a rien à voir. Dans celle du vin, il y a juste sur les degrés d'alcool où on va avoir 55 degrés maximum dans l'appellation mezcal, dans la dénomination de origen mezcal, et certains producteurs qui veulent aller au-delà donc doivent s'affranchir de l'appellation.
mais c'est souvent plus politique que sur le cahier des charges qu'on va se retirer du conseil régulateur. Et tu le disais, toi, t'étais à un festival là il y a pas longtemps, un des plus grands festivals, le plus grand festival de vin nature en France, peut-être la Dive Bouteille. Tu y étais avec ton entreprise, pour présenter les mescales. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment un imbriquement, enfin en tout cas un intérêt de la part des personnes qui aiment le vin pour le mescal maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Alors j'ai entendu que beaucoup de vignerons buvaient du mescal. Donc je sais pas comment ils s'en procurent, mais en tout cas j'ai entendu que beaucoup de vignerons nature commençaient à boire du mescal parce qu'ils retrouvent cette notion de terroir dans le spiritueux qui s'est un petit peu perdue avec la technification et la mondialisation. Donc beaucoup de spiritueux ont soit jamais réussi à obtenir d'IGP, comme la vodka, comme le rhum, qui peuvent être produits un peu partout, comme le whisky aussi. Et on retrouve très très peu d'AOC dans les spiritueux. On en a très très peu. On en a 2 en France principales, qui sont le cognac et l'armagnac. Et au Mexique, on en a aussi plus que 2, on en a 5 ou 6. Donc le mezcal, la tequila, la bacanora et d'autres spiritueux d'agave. Donc le mezcal représente le terroir, et c'est pour ça aussi qu'en France, on l'a vraiment adopté. La France est le 3e plus grand importateur de mezcal dans le monde, après les États-Unis et le Royaume-Uni. Et du coup, la compréhension qu'on a du terroir en France, parce qu'on l'a malgré nous sans vraiment parfois la comprendre et pouvoir l'expliquer ou la définir, mais on l'a en ayant toutes ces gastronomies différentes, en ayant les différentes appellations dans le vin, etc. Et je pense que les gens ont compris le mezcal, les Français ont compris le mezcal, l'ont adopté et comprennent peut-être en goûtant 2-3 mezcals issus de terroirs différents faire la différence. Et oui, et il y a aussi le côté dont on n'a pas encore parlé, qui est le côté social. On le dit souvent dans l'émission, soutenir un certain mode d'agriculture ou de production, c'est souvent politique. C'est aussi le cas avec le mezcal. Et toi, David, tu travailles notamment avec des entreprises qui sont assez impliquées dans leur façon de produire, dans la façon dont elles rémunèrent aussi les gens qui travaillent pour eux. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de l'entreprise Koch qu'on a là sur la table et avec laquelle tu travailles aussi, Margot, et nous expliquer un peu comment elle fonctionne? Alors au départ, donc Carlos Moreno, qui est le fondateur de Mezcal Koch, a rencontré Pedro Hernandez, qui était le frère d'une dame qui travaillait avec sa mère. Ils se sont rencontrés par liens familiaux et ils ont décidé de monter une boîte ensemble qui s'appelle Sabores Intensos il y a quasiment 10 ans, dans le but d'avoir la plus grande variété de types d'agave. Donc ça, c'était il y a un petit moment. Il n'y avait pas encore cette vision poétique de ce spiritueux-là. On était plus sur l'idée de faire goûter des bons produits aux Mexicains. Donc ils ont commencé à produire beaucoup de mezcal avec beaucoup d'espèces d'agaves différentes. C'est d'ailleurs une des premières sociétés à avoir fait une aussi grande sélection d'agaves différentes. Et au fur et à mesure, le projet, très naturellement, à Oaxaca, qui est un des États les plus pauvres au Mexique, s'est transformé en projet social. Notamment, ils se sont rendus compte à un moment, c'est assez marrant. Ils ont essayé de voyager au Mexique avec les producteurs, parce que Carlos investit beaucoup en communication, mais en faisant vraiment participer les producteurs, en les invitant dans des voyages, par exemple. Ils sont venus en France déjà 2 fois en 2 ans, et ils ont essayé d'organiser un voyage aux États-Unis. Donc demande de visa, tout de rejeté, au motif que la majorité des producteurs étaient des deportados, donc des Mexicains qui avaient migré illégalement aux États-Unis et qui avaient été renvoyés au Mexique. Donc évidemment, les visas sont refusés systématiquement dans ces cas-là. Et par énervement et aussi par conviction, donc Carlos a décidé de donner cette impulsion sociale à ce projet-là, en employant beaucoup de femmes, en investissant dans la communauté LGBT parce que lui est homosexuel et le revendique, et c'est quelque chose dont il est assez fier, de réussir à travailler avec des producteurs de mezcal dans la montagne avec tous les a priori qu'il y a. Donc c'est quelque chose lui a décidé de le mettre en avant aussi. Faire travailler les femmes, notamment sur la mise en bouteille et sur d'autres aspects un peu plus d'artisanat dans l'élaboration du mezcal et ce qui va autour. Et évidemment d'un point de vue écologique avec la reforestation d'arbres, d'agaves et la mise en place de serres, de projets un peu environnementaux. Et au-delà de son entreprise, est-ce que c'est un vrai mouvement justement des jeunes producteurs, jeunes entrepreneurs mexicains qui vont entreprendre dans leur pays et aussi peut-être permettre à ce que les productions de mezcal restent aux Mexicains et pas comme ce qui a pu se passer avec la tequila où j'ai l'impression beaucoup de grandes entreprises américaines qui s'en sont emparées et qui maintenant travaillent au Mexique, permettre aux Mexicains de garder ce savoir-faire et d'en vivre. Il y a ce fantasme au Mexique de réimmigration, c'est-à-dire de Mexicains qui reviendraient des États-Unis pour travailler au Mexique,
qui existent dans le monde du mezcal, ce qui est assez fascinant. Donc des Mexicains qui sont partis aux États-Unis pour trouver du travail, qui reviennent à Oaxaca parce qu'il y a enfin du travail. Donc beaucoup de jeunes sont revenus à Oaxaca pour relancer l'entreprise, pour moderniser le design, l'étiquette, gérer les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est un phénomène qui existe. Et de manière générale, les entrepreneurs qui ont décidé de créer leur marque de mezcal, assez naturellement ont donné à leur marque cet aspect social environnemental, parce que eux-mêmes baignaient dans ça à Mexico City et ont décidé, en arrivant à Oaxaca, enfin même pas décidé, c'est que c'est à l'origine du projet, il y a un projet social qui donne naissance à une marque de mezcal, soit en réinvestissant une partie dans certains projets, dans des bibliothèques, dans des écoles, etc., soit en ayant un aspect plus environnemental avec des labels organiques et bio. Il y en a pas énormément, mais il y en a certaines qui l'ont. Et il faut aussi savoir qu'à Oaxaca, vaut mieux avoir en tête d'avoir des projets sociaux, parce que les terres sont communales, elles appartiennent à la communauté. Donc ça, c'est un leg de la révolution. Donc celui qui travaille les terres possède la terre. Donc à Oaxaca, une grosse entreprise ne peut pas racheter de terre. Et justement, tu parlais des femmes. Là, tu as des bouteilles qu'on a sur la table. Il y a quelques bouteilles qui sont faites par des femmes. Il y a des maestras mezcaleras. Il y en a quelques-unes. Il y en a pas énormément, mais il y en a certaines. Il y en a des très reconnues. Il y a Sosima qui est peut-être une des plus reconnues. On a apporté certaines de ces bouteilles il y a 2 ans. Là, deux marques que j'ai importées ont été créées par des femmes. Donc la première, c'est Mezcalosfera, qui a été créée par Sylvia et son mari, et Neta Mezcal, qui a été créée par Nikki, qui est une américano-japonaise qui s'est installée à Mexico City il y a une 20aine d'années pour faire des pop-up de dîners farm to table. Donc elle voyageait partout au Mexique pour trouver les ingrédients indigènes et organiser des dîners avec des chefs étrangers ou mexicains, et qui s'est installée à Oaxaca depuis quelques temps maintenant pour lancer sa marque de destilado de agave, parce que c'est un mezcal donc non certifié, qui s'appelle Neta et qui du coup représente assez bien le terroir mexicain. Et toi, Margot, pour toi, c'est important aussi en tant que bartender de travailler avec ce genre d'entreprise? C'est quelque chose que tu prends en compte quand tu choisis les spiritueux que tu sers derrière ton bar? Oui, c'est sûr. C'est une dimension que j'essaie toujours de favoriser. De toute façon, que ce soit des femmes ou qui que ce soit, en tout cas quand c'est des projets en tout cas respectueux et de l'environnement et d'une économie locale, évidemment, c'est toujours vachement plus gratifiant de travailler ce genre de produits au bar. Parce que toi, ton bar, juste pour le rappeler, c'est toi qui l'as monté avec Elena Schmidt, donc deux femmes, et tu racontes assez bien que quand même le fait d'être une femme, ça n'a pas été très simple pour obtenir les financements, pour pouvoir l'ouvrir, et que c'est... En tout cas, à la période où tu l'as monté, c'était encore assez... où ça l'est encore d'ailleurs minoritaire. Je pense que ça n'a pas tant changé que ça, parce qu'au final, ça remontera il y a un peu plus de 2 ans. En tout cas, le montage de la société. Ce dont je parle le plus souvent, c'est surtout l'étape de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au féminin, c'est vraiment pas quelque chose de gagné. C'est pas du tout au niveau du bar au niveau du milieu du bar, de la mixologie, qu'on a ressenti vraiment la misogynie. Elle se situait ailleurs, plutôt dans le milieu financier, le milieu du bâtiment. Voilà, là, clairement... on a été victime de remarques, de sexisme en tout cas, plus généralement. Et c'est pas derrière le bar, quand t'es bartender, que t'as des réflexions de la part des clients? Non, c'est extrêmement rare. Et il faudrait faire un événement, alors David, avec peut-être les maestras Mezcaleria, parce qu'elles viennent rarement quand il y a des événements. Je l'ai pas encore rencontré quand il y a des événements comme ça à Paris, dans le bar de Margot. De Margot, ça pourrait être une bonne idée. Ça n'a pas encore été fait. C'est une équipe 100% féminine derrière le bar de combat. Mais c'est pour ça qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on aime. Mais il y en a pas beaucoup des productrices. Il y en a 2 sur les 3 qui ont dû exercer le métier de maestra parce que leur mari est décédé prématurément. Mais du coup, elles avaient quand même assisté à beaucoup d'étapes et elles connaissaient le fonctionnement. Et en fait, les femmes sont très présentes dans la fabrication du mezcal, surtout à certaines étapes. La fermentation, elles me disaient qu'elles adoraient cette étape-là parce que c'était vachement lié au sens, donc sentir, avoir... On dit que l'odorat féminin est plus... Enfin, en tout cas, elle me disait ça, elle me disait que leur odorat leur permettait d'arrêter la fermentation exactement au moment, alors que les hommes n'étaient pas capables de le faire. C'est ce qu'elles m'ont dit encore une fois. Et il y en a d'autres qui l'ont fait parce qu'elles avaient envie de le faire. Donc Graciela de Real Minero, par exemple, une des femmes les plus connues dans le monde du mezcal, productrice. Très bien. Et on arrive à la fin de l'émission. Je vous demande à chaque fin d'émission, une recommandation, un bar, un resto, un documentaire que vous auriez à nous donner sur le mezcal, ou un sujet qui a un lien avec le mezcal. Céline? Alors moi, ça n'a pas un sujet avec pas de lien avec le mezcal, terroir, mais avec peut-être. le Mexique.
Est-ce que je peux y déjà aller? Bien, vas-y. Il y a des producteurs qui se sont installés en Baja California. Ils s'appellent Beachy Wines. C'est encore du négoce, mais ils ont commencé à planter des vignes, il me semble. Et on peut maintenant avoir accès à ce vin naturel mexicain en France, puisqu'il est importé depuis peu. Et toi David, est-ce que tu as une recommandation? Alors, c'est un festival qui s'appelle Viva Agave, que je co-organise avec 3 très bons amis qui viennent du monde du bar et de la restauration, et qui a lieu du 20 au 25 mars, donc dans différents établissements mexicains, et un salon le 24 et 25 mars dans l'hôtel Inca, où il y aura plusieurs marques qui vont présenter leurs produits, avec plein d'invités qui viennent du Mexique présenter leurs marques, leurs projets, et ça va être très intéressant. Et du coup, il y aura aussi des conférences sur le mezcal? On pourra goûter et entendre parler de mezcal. Sur la catégorie des destillats d'agave, qui comprennent donc mezcal, tequila, raicilla, bacanora. On aura des invités du Mexique. On aura Nikki, donc la créatrice de Neta. On aura Sophie, qui est la créatrice d'une marque de tequila qui s'appelle Calle 23. Plusieurs personnalités du monde des spiritueux mexicains au Mexique. On mettra le programme en ligne aussi. Toi, Margot, est-ce que tu as à me recommander? Ma recommandation, moi, c'est un bar, et c'est un bar qui s'appelle Barking Dog à Copenhague. On en revient avec David. Déjà parce que je pense que tous les deux, on est amoureux de Karl, qui est son fondateur, qui est, voilà, il est passionnant, il est passionné aussi. Il importe une majorité de ses spiritueux lui-même. Voilà, et Barking Dog, c'est autour du mezcal principalement. C'est un lieu de dégustation de mezcal. C'est vraiment génial comme bar. On a fait donc un guest là-bas tous les deux avec David et avec Koch il y a quelques semaines. Et Karl reviendra très vite, toujours avec Koch à Combat pour le retour. Donc voilà, je vous invite en tout cas à aller découvrir Barking Dog soit à Copenhague, soit à Combat d'ici quelques mois. Faut guetter sur la page Facebook de Combat peut-être. Ouais, on l'annoncera, et puis la page de Mezcal Brothers aussi. Ben merci à tous les trois. Moi je vous recommande bien évidemment d'aller boire du mezcal chez Combat, aussi de lire le livre de David Mequires écrit avec Alexandre Vintier et Domingo Garcia paru aux éditions Hachette, Mezcal, l'esprit du Mexique. Margot, t'as sorti un livre aussi? Oui, moi aussi en collaboration avec Alexandre Vintier. Et comment il s'appelle? Donc c'est la Bible des alcools. D'accord. Et dedans, on retrouve des recettes. Évidemment, et un entretien avec David Migueres, évidemment. Le spécialiste. David qui est partout quand il s'agit de mezcal. On vous remettra toutes ces infos sur le site de Binge. Merci à Solène qui a réalisé cette émission et qui ne connaissait pas le mezcal avant ce podcast, mais qui par contre adore la vodka noisette. Je ne connaissais pas. Je vous remets donc toutes les références sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. Si vous avez envie de me raconter vos expériences avec le mezcal ou de me poser des questions sur Casserole ou de me raconter, je sais pas, votre dernier bon repas, vous pouvez m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazimiamiam. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien boire. C'est important. Binge.